Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Il est 13h à Konga, à Odéné et à Ouélé. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté hier Abidjan pour Paris en France. Il va prendre part demain mardi à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'orpaillage clandestin est en expansion en Côte d'Ivoire. Presque toutes les régions sont touchées. Le gouvernement a donc décidé de réagir en mettant en place une stratégie de lutte contre ce phénomène. Et puis en Colombie, une embarcation avec environ 150 passagers a fait naufrage dans le lac del Peñol de Guatapé, un site touristique dans le nord-ouest de ce pays. Bilan 9 morts et 30 disparus selon la police colombienne. Voilà, nous vous le disions à l'instant, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier dimanche 25 juin 2017 pour Paris en France en vue de prendre part à la cérémonie solennelle de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ce prix qui porte le nom du premier président de la République de Côte d'Ivoire a été créé en 1989 par une résolution parrainée par 120 pays et adoptée par la 25e session de la conférence générale de l'UNESCO. Elle vise à honorer les personnes vivantes, institutions ou organismes publics ou privés en activité ayant contribué de manière significative à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Par ce prix, l'UNESCO veut également rendre un vibrant hommage au président Félix Houphouët-Boigny qui a consacré sa vie à la promotion au renforcement de la paix, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi et surtout en Afrique et dans le monde. La cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix aura lieu le mardi 27 juin 2017 au siège de l'UNESCO. Elle enregistrera la participation de nombreuses personnalités, notamment celle du président Abdou Diouf, parrain du prix, du président du PDCI RDA, Aimé Konan Bédier, protecteur du prix, de Mme Thérèse Houphouët-Boigny et de la directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova. Elle est tout à fait autre chose. À présent, le ministère des Infrastructures économiques a décidé d'engager des travaux sur le long de la voie express, autoroute du Nord, des travaux qui permettront une évacuation rapide des eaux de ruissellement en cette saison des pluies. Adrienne Grascando. Autoroute du Nord dans la commune de Yopougon. La saison des pluies n'est pas la bienvenue ici. L'eau cause d'énormes dégâts. Difficile pour les automobilistes de circuler sur cette voie. Quand il pleut, les voitures ne passent pas. Ils sont obligés de faire rang parce qu'il n'y a pas de route. À cause de l'eau, là, les canaux sont remplis, il n'y a pas de route, il n'y a pas de passage. Donc, quand l'eau côté aussi est rempli, tout va là-bas. Quand là-bas est guichet aussi, il n'y a pas de route. Ils sont obligés de ralentir, soit de se retenir. Quand on arrive à ce niveau, soit on gare, soit on trouve des solutions. Une fois que tu t'engages, ta voiture peut rester. L'eau couper la route même, on ne peut pas s'engager. À l'origine de cette situation, l'occupation anarchique des stations-service qui, de par leur aménagement, ont obstrué les réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales. Pour remédier à cela, des travaux sont engagés par le ministère des Infrastructures économiques. Toutes les stations-service qui longent l'autoroute du Nord ont construit sur les réseaux d'assainissement, de telle sorte qu'aujourd'hui, la population ivoirienne n'est plus en mesure de circuler. Donc depuis une semaine, nous sommes à pied d'œuvre pour restituer le réseau d'assainissement dans son état initial. C'est un réseau d'à peu près 2,5 mètres, mais aujourd'hui, avec les terrassements, les buses et les dallots que les gens ont érigés, aujourd'hui, le réseau d'assainissement fonctionnait à 5%. Aujourd'hui, c'est chose faite, l'autoroute du Banco n'est pas coupée et la population ivoirienne circule librement. Ils doivent bien travailler. Je suis fier de eux aujourd'hui, je suis fier de eux demain. Aller au travail tranquillement, sans problème, on n'a pas eu de problème avec quelqu'un. L'initiative est bien accueillie, mais d'autres préoccupations demeurent. La solution qu'ils ont eue au niveau de l'eau, là, ils n'ont qu'à faire un effort pour trouver une solution au niveau de la route. Là. Voilà, refaire la route, c'est la voie principale.
Et puis au niveau des poids lourds, ils n'ont qu'à respecter l'heure. L'heure. À 6 heures, les groumiers, que ce soit les poids lourds, les gars nous amènent trop. Ça fait qu'il y a beaucoup d'accidents. La dernière fois, il y a une ambulance qui venait, je ne sais pas s'il ne connaissait pas la voie. Il est tombé dans, il y a un trou, il est tombé dans l'ambulance, ça fait tonneau. À cette requête, le ministère des Infrastructures économiques compte apporter des réponses très rapidement pour le bonheur des populations. Allons au deuxième grand titre de cette édition. L'orpaillage clandestin est en expansion en Côte d'Ivoire. Presque toutes les régions sont touchées. Il est devenu le moyen le plus rapide pour gagner de l'argent. Le gouvernement a donc décidé de réagir en mettant en place une stratégie de lutte contre ce phénomène. Eugène Atoubé, regardez. Sur ce périmètre, dans le village d'Angovia, dans la sous-préfecture de Boisflé, une petite colonie burkinabé a établi son campement. Ici, la vie se résume à creuser, de longs filons et des trous d'une profondeur pouvant atteindre 30, 40, 50, voire 60 mètres. Un travail long et harassant, au péril de sa vie, mais au bout duquel l'espoir de trouver de l'or, beaucoup d'or. Ça signale que ça est là, mais on n'a pas trouvé la vraie place. Partout où il s'en va, nous on le suit. Ouais. Il peut aller comme ça, il peut tourner pour aller comme ça, il peut tourner pour venir derrière, mais nous on le suit, qu'on gagne un peu. C'est souvent dans nos patrouilles que nous les rencontrons. Et quand on les voit, la première des choses qu'on leur dit, c'est de savoir s'ils sont autorisés et qui les a admis à s'installer. Ils disent qu'ils ont leur gourou, leur patron, qui se mettent souvent en contact avec les représentants des villageois. Et ce sont ceux-là qui les installent. Angovia est illustratif de l'ampleur du phénomène de l'orpaillage, une activité organisée par des clandestins. Toutes les régions de Côte d'Ivoire en sont touchées. Ce sont des invasions à longueur de journée des localités aurifères de Côte d'Ivoire. Le fait est de clandestins venus de toutes parts, mais surtout par vagues entières des pays limitrophes, Ghana, Burkina, Mali, à la recherche du métal précieux. Tous des clandestins engagés dans une activité illégale et dont la présence massive a permis l'expansion de l'orpaillage. Souvent on peut gagner 1000 francs ou bien 500. Souvent les gens viennent essayer de nous faire sortir. Ça vaut 24 jours aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ici. C'est avec des pièces, il n'y a pas de machine. C'est pas facile. Hein? À ce jour, selon le ministère de l'Industrie et des Mines, on dénombre 47 sites d'orpaillage illégal et clandestin nouvellement investis, 142 sites recolonisés après déguerpissement et fermeture. Le gouvernement a beau jeu de multiplier les campagnes d'information et de sensibilisation pour inviter les clandestins à se mettre en règle vis-à-vis de la loi, peine perdue. La quasi-totalité des orpailleurs continue d'opérer dans l'illégalité. Ceux-ci bénéficient même de la complicité des populations avec la caution morale des autorités coutumières et traditionnelles qui leur cèdent des parcelles moyennant de l'argent et beaucoup d'argent. Chaque personne a sa terre. Donc, quand un acheteur arrive, il traite avec eux là-bas. On donne des droits d'entrée, on donne des droits de sacrifice, puis ils font le travail et puis en retour, sur le gramme, on leur donne les prix, soit 2000. Si les populations aident souvent ces orpailleurs clandestins-là dans leurs tâches pour les miettes qu'elles reçoivent, elles oublient que si de façon légale, une société est installée, ces populations gagneront beaucoup plus, 100 fois plus, que les miettes qu'elles reçoivent avec ces orpailleurs clandestins-là. Face à l'expansion de l'orpaillage illicite et clandestin, le gouvernement, à travers le ministère de l'Industrie et des Mines, a adopté en octobre 2013 un programme national triennal de rationalisation de l'orpaillage, PNRO. L'une des actions fortes du PNRO a été la fermeture de 429 sites d'orpaillage illicite, dont 134 pour l'année 2016. Rappelez-vous le cas de Djekanou à Groudji en 2014. Vous avez eu une invasion d'orpailleurs pour une population estimée à
1430 habitants, nous étions arrivés à une invasion de l'ordre de 14 500 orpailleurs. L'État a pris toutes ses responsabilités en procédant au déguerpissement avec le soutien du ministère de la Défense. L'état des lieux avait vraiment fait état de situation catastrophique au niveau sanitaire, au niveau environnemental, au niveau de la sécurité. Après donc cet état des lieux, nous avons réuni donc les parents et tout le monde. On s'est parlé, on leur a donné un délai pour libérer les sites. Et donc c'est ceux qui n'ont pas pu libérer à temps, c'est ces personnes-là que nous avons déguerpies. Dans le même temps, le gouvernement entamait la formalisation des activités liées à l'exploitation minière, artisanale et semi-industrielle, ainsi que la formation des agents de l'administration des mines et des opérateurs miniers aux bonnes pratiques en matière d'exploitation minière artisanale. La clandestinité doit un peu assister quelque part. Et je pense que le gouvernement doit prendre tout par les comptes et éradiquer ce phénomène. Et puis avec les risques que ça coule, les risques de nappes phréatiques, l'empoisonnement des coupes d'eau et tout, parce qu'ils utilisent du mercure, du cyanure. C'est très dangereux. L'exploitation artisanale de l'or est une activité qui est prévue par la loi minière. Mais c'est cette manière de faire dans la clandestinité qui fait que l'activité est illégale. L'orpaillage illicite et clandestin aujourd'hui revêt un caractère transfrontalier avec des conséquences néfastes sur l'environnement. La Côte d'Ivoire, pour sa part, est prête à mettre en place des stratégies pour organiser cette activité, la formaliser et former les acteurs pour une exploitation respectueuse de l'environnement et des droits humains. Il reste que l'orpaillage bien maîtrisé et respectueux des règles contenues dans le code minier est d'une importance vitale pour notre économie dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, notamment en milieu rural. Et c'est un reportage de Géna Toubéch. L'UNESCO a initié du 21 au 23 juin dernier à Grand Bassam une rencontre sous-régionale. Plus de 15 pays africains étaient représentés. Il a été question de la protection du patrimoine culturel subaquatique des pays africains. Serge Collier. Le patrimoine subaquatique constitue l'ensemble des richesses culturelles immergées, celles qui au fil des siècles se sont retrouvées englouties par les eaux. Cette 4e réunion régionale pour l'Afrique, initiée par l'UNESCO, vise à créer les conditions pour une meilleure protection, comment les répertorier et surtout comment les sauvegarder. L'UNESCO propose aux États de ratifier la Convention de 2001 sur la protection du patrimoine subaquatique. Cette rencontre a pour but de sensibiliser et d'informer, de mettre les pays ensemble pour partager les expériences, pour que les pays qui ont déjà ratifié la Convention et qui ont commencé à travailler à sa mise en œuvre puissent partager avec les autres les avantages liés justement à cette valorisation de ces patrimoines. Depuis 2001, 57 pays, dont 10 en Afrique, ont ratifié la Convention. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, le processus de ratification pour préserver cette mémoire engloutie est engagé en Côte d'Ivoire. En ratifiant ce traité, la Côte d'Ivoire se donne des instruments encore plus forts et peut bénéficier de l'expertise de l'UNESCO et de l'appui des pays mieux expérimentés pour mieux protéger son patrimoine subaquatique, mais également montrer tout ce qu'il y a comme bien submergé par l'eau. Présent à cette 4e réunion sous-régionale sur le patrimoine subaquatique, le ministre équato-guinéen en charge de la question dans son pays s'est également prononcé. La position de la Guinée équatoriale d'assister dans cette importante réunion et d'amener la confirmation de la Guinée équatoriale d'ici avant fin de l'année, on va ratifier cette convention de patrimoine subaquatique. Cette 4e réunion internationale a réuni une quinzaine de pays africains. Serge Collier, autre sujet dans cette édition et rendons-nous tout de suite à Didier Vichy où les institutrices regroupées au sein de l'association des institutrices de Didier Vichy ont célébré la 7e édition de la journée du mérite. Alain Essoua et Amadou Ouattara Walter de RTI Boaké nous en parlent.
Démonstration de danse au son de la fanfare municipale, sketch, puis défilé de mode en tenue rétro. Des actes forts en attraction pour marquer la 7e édition de la Journée du mérite et de l'excellence dédiée aux femmes du département de Didiévi. C'est à l'initiative de l'Association des institutrices Haïdi de l'inspection de l'enseignement primaire de cette localité. Objectif, sceller l'union, l'entraide et favoriser la cohésion mutuelle entre les femmes issues de toutes les couches socio-professionnelles du département. De créer l'association pour s'unir, pour la cohésion sociale et pour s'entraider. Par rapport au bilan de 2016-2017, le bilan est positif. En tant que pendant cette année, on a parcouru tous les secteurs de la circonscription. En tout cas, il y avait la joie et la solidarité y régnait. Un match de football entre les femmes de l'Haïdi et les femmes des professeurs de lycée et collège de Didiévi a marqué d'une pierre blanche cette cérémonie. Marraine de cette 7e édition, Patricia Ousoukwadio a prôné la cohésion comme arme de l'émancipation de la femme. Qui dit union dit paix sociale et je crois qu'on doit aller tous dans ce sens-là. Il faudra que tout le monde se mette ensemble. Aujourd'hui, l'union plus que jamais, je crois que si on s'unit et qu'on a des liens fraternels entre nous, ce sera difficile de faire la guerre. L'Association des institutrices de Didiévi, Haïdi, a été créée en 2009. Elle regroupe un peu plus de 200 membres issus des 95 écoles de l'inspection de l'enseignement primaire du département de Didiévi. Le conseil municipal de Samatigila va inaugurer plusieurs infrastructures en faveur de ses populations. Coût des travaux, 247 millions de francs CFA. Thérèse Tapeyoboué. Un hôtel de ville d'une valeur de 147 millions de francs CFA, un parc à bétail, un marché couvert d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Telles sont les infrastructures réalisées par la mairie de Samatigila qui seront bientôt inaugurées à la grande joie des populations. L'annonce a été faite par le maire de Samatigila, Lansine Diaby. C'était au cours du premier conseil municipal 2017. Le maire s'est engagé à trouver des ressources nécessaires à la réalisation de plusieurs autres projets, vu que les recettes municipales sont maigres. Il a appelé les cadres à l'union, à l'entente, pour sortir le département de Samatigila de la pauvreté. Gervais Agba Girabo, le secrétaire général de préfecture, a également appelé les cadres à l'union. Aux conseillers et particulièrement aux maires, il a demandé la ténacité pour sortir Samatigila du sous-développement. Des acteurs de développement viennent d'être primés pour leurs différentes actions. Ils sont de plusieurs secteurs d'activité. Chris Diomandé, Aboussanogo. Le mérite est célébré au district d'Abidjan. Plus d'une vingtaine de personnes issues de plusieurs secteurs d'activité ont vu leurs efforts récompensés. Ces acteurs de développement ont donc reçu des prix, initiative d'une structure de communication de la place en vue de les encourager à s'illustrer davantage pour des actions concrètes. Nous nous sommes inscrits résolument dans ce que le chef de l'État appelle, n'est-ce pas, l'émergence de la Côte d'Ivoire, et donc c'est chacun à son niveau. Et donc nous essayons de faire comprendre aux gens qu'il est tout à fait normal qu'on essaie de primer des gens qui s'illustrent de la plus belle manière. C'est pourquoi chaque année, nous nous retrouvons pour célébrer, n'est-ce pas, pour honorer et donner des prix à des acteurs de développement pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Cette distinction et la reconnaissance de leur mérite. Ça fait mon deuxième prix parce que j'ai eu le prix du meilleur administrateur des services financiers de Côte d'Ivoire en 2012. Un prix comme une récompense est toujours une invite à mieux faire. C'est un défi. Je suis heureux, je suis content de recevoir ce prix, doublement content parce que je ne suis pas seul. La RTI est triplement représentée à cette cérémonie de distinction. Ces prix sont une invitation à faire encore mieux. Nous sommes donc à la disposition de tous les Ivoiriens pour toujours distiller les infos qu'il faut. Cette décoration nous galvanise. Ça veut dire que quelque part on s'est dit tout ce qu'on fait est suivi et apprécié par ailleurs. Une cité qui triple sa population en moins de 20 ans, il y a des besoins énormes. Il y a des défis énormes à relever et pour nous, le sens de ce prix, c'est de nous mettre au travail. Pour l'édition 2017, le super prix Alassane Ouattara a été décerné au maire de la commune de Benjéville.
Le 8e jeu de la francophonie, c'est dans 24 jours ici à Abidjan. À quelques jours donc de ce grand événement, la ville de Komboro-Dougou a abrité la journée internationale de la francophonie, occasion pour le maire de la commune de faire la promotion des 10 jeux. Isaïo Tchodan. Komboro-Dougou, place du foyer des jeunes. C'est ici, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Korogo, que les autorités régionales ont célébré cette année la journée internationale de la francophonie. Selon le directeur régional de la culture et de la francophonie, Traoré Bay, le choix de cette commune de 14 000 habitants pour abriter cet événement est un encouragement à sa jeunesse qui a doté la ville d'une bibliothèque. La promotion du livre et de la lecture était au centre de cette journée. Elle espère ainsi avoir un peu d'eau pour la maison. C'est 3, la paix. La paix, c'est vivre en harmonie avec les autres. C'est écouter et se respecter. Le contraire, c'est la guerre. La journée de la francophonie à Komboro-Dougou. Une opportunité pour le maire de la commune, Koulibaly Drissa, d'inaugurer la première école primaire de Lagoka, un village de la commune. Cette journée a été l'occasion de récompenser les meilleurs élèves qui ont pris part au concours de génie en herbe, de dictée et de la lecture. Isaïo Tchona, la communauté musulmane sunnite de Mans est en crise depuis 3 ans. Deux tendances se disputent la gestion de biens matériels dans la mosquée principale et l'école coranique Sizo quartier Tomoro. Les autorités locales avaient fermé le site depuis plus d'1 an suite à des bagarres ayant occasionné des blessés et de nombreux dégâts matériels. Malgré la fermeture du site, des femmes d'une tendance l'ont occupé depuis le 7 juin 2017. Le directeur général des cultes qui conduit les négociations pour une issue heureuse du conflit a demandé aux femmes de le libérer. Et bien depuis hier 25 juin, jour de la fête du Ramadan, ces choses faites, nous dit F. Tao. C'est aux aurores du jour de la fête de Ramadan que les femmes qui occupaient illégalement la mosquée sunnite du quartier Domoro sont parties. Seule présence sur les lieux des éléments des forces de l'ordre pour assurer la sécurité du site. Il est bon de rappeler que ce site, objet principal d'une crise au sein de la communauté sunnite de Mans, avait été fermé par les autorités administratives locales depuis plus d'1 an. Et cela suite à des bagarres ayant occasionné de nombreux blessés et des dégâts matériels importants. Les négociations pour une sortie heureuse du conflit sont toujours en cours. Et le directeur général des cultes, qui a déjà effectué 2 fois le déplacement à Mans, dit être confiant pour la suite et sera ici sous peu. Espérons que d'ici là, la sagesse d'Allah inspire les 2 parties opposées pour enterrer définitivement la hache de guerre. F. Bouetao, hier, c'était la fête du Ramadan, nous vous le disions à l'instant, qui marque la fin du jeûne musulman. Nous allons retrouver nos différents reporters pour voir comment cette fête de l'Aïd el-Fitr a été célébrée. L'unité. Ce thème était au centre du sermon de l'imam Mamadou Koné, imam de la petite mosquée d'Adzopé, par ailleurs président du Conseil fédéral des Tidjanites en Côte d'Ivoire. Sermon qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadan, mois d'adoration et de piété. À cette occasion, l'imam Mamadou Koné a invité l'ensemble des fidèles à être des acteurs d'unité, mais aussi à être des musulmans pieux et sincères à l'image du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Message bien perçu par les fidèles musulmans de la petite mosquée d'Adzopé. Les communautés musulmanes de Yamoussoukro, capitale politique et administrative du pays, n'ont pas failli à la tradition de l'islam. Elles sont sorties massivement pour répondre à la prière après les 2 rakats. L'imam principal de la grande mosquée de la paix, Seydou Silla, dans son sermon, a exhorté les fidèles à bannir les comportements qui freinent le développement du pays. Ils ont pour nom l'enrichissement illicite et la violence avec le phénomène des microbes. Le préfet de région du Bélier, Brou Kwame, a salué cette sensibilisation faite par l'imam de la grande mosquée. Venus de tout le quartier de la ville, les musulmans de Dimokro se sont retrouvés pour la célébration de l'Aïd el-Fitr à la grande mosquée de Sokoradjan. Trop petite à l'occasion pour contenir l'immense foule de fidèles, heureuse de sacrifier à la tradition de la fin du jeûne musulman. Entre prières et sermons conduits par l'imam El Hadj Doumbia Mustafa,
Les musulmans de Djimbokro se sont appropriés les commandements en l'islam. Parmi ces commandements, l'exigence pour le fidèle de comprendre que, passé 30 jours de jeûne ponctués d'actes de piété, de solidarité, de partage et de charité, le musulman se doit d'être craintif de Dieu. L'imam célébrant et le préfet de Djimbokro, Nguessan Obojak, invité spécial aux côtés de qui se trouvait le maire de Djimbokro, ont tour à tour exhorté les musulmans de Djimbokro à faire de ces valeurs une culture. Dans cet élan, le préfet a souhaité que la mairie dégage un grand espace approprié à Djimbokro pour que s'y tiennent les grandes rencontres d'expression de la foi. Espace que se partageront toutes les communautés religieuses à Djimbokro. Konaté Ngana, notre reporter à Dalo, a suivi cette fête dans cette localité pour RTI 1. Il s'est intéressé aux populations démunies. Voici son reportage. Dans certains foyers, l'inquiétude se lit sur le visage. Assis devant sa porte tout triste, ce père de famille a juste été à la prière collective de la matinée et pour le repas de midi, sa famille se contentera d'un poulet obtenu grâce à la générosité des voisins. Moi-même, je n'ai rien. Vraiment, je remercie les gens là, ceux qui m'ont donné quelques poulets et puis quelques habits là pour porter mon enfant là. Non, c'est ma femme qui est là. Non, moi-même, je n'ai rien. Traoré Lassina, maçon de profession et père de 4 enfants, n'a pu offrir à sa famille le repas en ce jour de Ramadan. En bon musulman, il ne se plaint pas. Il n'y a pas moyen de trouver quelque chose dans ma famille, mais je crois en Dieu. Si tu as dit à Tabassi, je veux gagner, je voulais donner à ma famille. Pour la grande majorité de ces personnes démunies, le seul moyen d'obtenir un morceau de viande est d'espérer recevoir des plus riches qui, selon la religion, doivent en distribuer une partie aux nécessiteux. Et conformément à la loi islamique, qui est la zakat al-fitr, qui est de donner 2,5 kg de riz en fonction des têtes de tes membres de la famille que tu nourris, dont tu as la charge, et faire don de ces 2,5 kg en plus de quelque chose à une famille désœuvrée, afin que cette famille puisse s'égayer et passer une bonne fête de Ramadan. Donc c'est cet acte de générosité, selon la loi islamique que je viens de poser. Les démunis trouvent avec la fête du Ramadan une bouée de sauvetage. Mieux, les portes des voisins leur sont grandement ouvertes et la viande cesse au moins pour un court instant d'être un aliment de luxe. Le festival de l'Adaye Kessié se tiendra le mois d'octobre prochain. En prélude à cet événement, les initiateurs sont allés rencontrer les différents chefs de province ainsi que le roi de Brong. Plus de détails avec Serge Colliard. C'était en 2016. L'Adaye Festival reprenait ses droits à Tabagne après 31 ans d'interruption dus à des conflits de succession au sein du royaume Brong. Retour gagnant pour cet événement culturel de la vie des participants. L'édition 2017 s'annonce grandiose. C'est pourquoi le comité d'organisation, avec à sa tête le commissaire général Bini Daouda Ouattara, est allé à la rencontre des différents chefs de province du royaume. Objectif, leur porter l'information et aussi bénéficier de leur bénédiction pour la réussite de cet événement. L'Adaye est important parce que chaque province constate le bilan. Et c'est à l'Adaye où chacun fait le bilan général au roi. La délégation conduite par Bini Ouattara s'est rendue dans les 5 provinces du royaume Brong. L'Angobia, le Famoussa, la Kidom, le Pinango et la Inifié, la province du roi. Dans toutes les provinces visitées, la délégation a eu l'assurance de l'adhésion totale des différents chefs de province. C'est l'affaire par excellence au niveau des Brong. Personne ne doit, sinon nul ne doit justifier son absence. C'est une affaire presque obligatoire parce que nous allons faire le point de l'année et dégager aussi la perspective au niveau de l'année future. L'Adaye Kessié est célébrée 12 jours après la fête de l'Ignam. Sur invitation du roi, le peuple se retrouve pour des moments de réjouissance. C'est surtout une occasion de faire allégeance à son roi, lui témoigner sa reconnaissance. En décidant de faire de cet événement un festival, les initiateurs entendent promouvoir les valeurs culturelles Brong afin d'attirer les touristes
dans cette localité. En Colombie, pour terminer, une embarcation avec environ 150 passagers a fait naufrage dans le lac del Peñol de Guatapé, un site touristique dans le nord-ouest de ce pays. Et les raisons de ce naufrage sont inconnues. Il a fait au moins 9 morts et 30 disparus selon la police colombienne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.